Médoc et au collège doctoral de nous permettre à nous, Montpelliérains, de venir chercher le soleil qu'on n'a pas en ce moment. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui une partie d'un de mes chapitres de thèse qui s'articule donc autour des nouvelles technologies et de la mobilité urbaine durable. Et je vais donc vous présenter un instrument qui peut influencer les choix de déplacement des individus, que sont donc les permis à circuler. Déjà, il faudrait maîtriser les nouvelles technologies avant d'en parler. Voilà, bien. Alors, premièrement, qu'est-ce que la mobilité urbaine? Eh bien, évidemment, ce sont donc des déplacements plutôt de courte distance, dans la ville évidemment, qui sont souvent pendulaires, c'est-à-dire surtout des trajets domicile-travail ou domicile-loisir, et qui génèrent donc des nuisances collectives telles que le stress, le bruit, la dégradation des infrastructures, la congestion, la pollution, etc. etc. Bien. Donc à la base, ce que je voulais vous dire, et ce qui motivait mon sujet, c'était de dire qu'il y avait l'intelligence artificielle qui apparaissait dans la technologie, les individus qui sont ultra connectés, mais en fait, j'ai de la chance, samedi prochain, il va y avoir un blocage de toute la France à cause de la hausse du prix du carburant. Alors, merci au blocage pour me permettre d'introduire mon discours et de proposer donc une alternative à la hausse du prix des carburants. Donc, les questions sont les suivantes. Donc, quels apports ces permis à circuler proposent-ils aujourd'hui pour une mobilité urbaine plus soutenable? Et quel est le rôle des nouvelles technologies dans ce système? Donc, premièrement, regardons déjà les deux grandes familles d'instruments qui peuvent influencer les choix de déplacement des individus. Je ne parlerai pas d'autres instruments qui peuvent impacter les constructeurs automobiles, etc. etc. Donc, deux familles. La première famille, ce sont donc les prélèvements monétaires, c'est-à-dire tout ce qui est taxes, péage urbain, péage, etc., etc., qui sont donc un signal prix censé refléter ce que consomme l'individu dans l'espace, mais en même temps, cette famille, donc par exemple les taxes, comme je disais, ça provoque notamment une méfiance de la part de la population, non seulement parce qu'on lui ponctionne son budget, mais en plus parce qu'on ne sait pas où va peut-être cette taxe. Bien, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est l'inéquité, dans la mesure où si vous gagnez 1 milliard d'euros par mois, si on vous augmente le prix du gasoil à 2 euros, ben, ça ne va rien changer pour vous. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je propose, et les auteurs ont proposé cette seconde famille, qui est donc la famille des prélèvements quantitatifs, qui sont directement inspirés des droits pollueurs européens, si vous avez déjà entendu parler, pardon. Et en fait, ces permis à circuler, ça serait des jetons, ou qu'ils soient matériels ou immatériels, ça peut être des tickets, etc., 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 qui seront prélevés à l'individu, mais qu'on lui aura donné en avance et de manière gratuite. Parce que si on lui donne pas de manière gratuite, eh bien en fait, on en revient à un système de taxation, d'accord? À peu près. Donc, l'avantage premier, c'est donc une meilleure acceptabilité de la part des individus à utiliser cet instrument. Et le deuxième avantage qui est d'autant plus important, c'est de dire que ces permis à circuler, on vous en donne par exemple 10 et vous n'êtes pas forcément obligé de consommer les 10 et vous pouvez en revendre. Donc si on vous incite à revendre vos permis, si vous adoptez des comportements de mobilité durable, et en fait vous pouvez gagner de l'argent en revendant vos permis. D'accord? Bien. Mais en même temps, un tel système, en fait, ça engendre d'énormes coûts de transaction et d'implémentation. Voilà. Bien. Maintenant, on va un peu parler donc des caractéristiques que peuvent avoir ces droits à circuler. Alors, les caractéristiques, il y en a plein, mais je vous en ai sorti 4 du lot. La première, donc, c'est qu'ils doivent être définis dans un périmètre spatial. Donc, est-ce que c'est autour d'une ville? Est-ce que c'est dans un quartier? Ça peut même être sur une autoroute, etc., etc. Deuxième élément, ça doit être défini sur un périmètre temporel, dans la mesure où le système de prélèvement de ces droits à circuler peut être modulable. Si on veut que les gens ne circulent pas en période de pointe et qu'il y ait moins de congestion, eh bien on peut leur dire qu'ils vont devoir employer plus de jetons que s'ils se déplacent hors de la période de pointe. Donc ça peut être une piste pour les politiques publiques. Et enfin, donc, être défini sur un périmètre modal, c'est-à-dire en fonction des modes de transport. La personne qui va utiliser son véhicule électrique pour entrer dans la ville va en théorie consommer moins de jetons. On va lui demander moins de jetons par rapport à un 4x4 qui pollue. Ensuite, deuxième point, il faut qu'il soit non cessible avec une durée de validité afin qu'il n'y ait aucune spéculation là-dessus, qu'il n'y ait aucun marché tiers par rapport au marché que l'État va générer et qu'il n'y ait aucun arbitrage dans le temps. Donc, est-ce que je garde mes jetons pour dans 3 ans, etc. pour éviter ça.
Troisième élément, ça revient à l'avantage premier que j'avais donné, c'est qu'ils doivent être alloués gratuitement, d'accord, voilà, pour contourner justement le désavantage de la taxe, et en même temps être alloués de manière uniforme, donc tout le monde aura le même nombre de jetons et ça ne dépendra pas de vos émissions passées. Et enfin, dans la mesure où eh bien, nous sommes confrontés à plusieurs générations qui n'ont pas forcément connu les nouvelles technologies ou qui ne les maîtrisent pas, il faut que ceci soit simple à utiliser. Ça peut passer donc par des plateformes numériques, mais ça peut aussi passer par des agences, etc., qui pourraient vendre ces droits à circuler dans la mesure où on peut aussi acheter des droits à circuler si on n'en a pas eu assez. Sachant que la mobilité étant un droit de l'État, c'est un droit de l'individu qui doit être assuré par l'État, donc il faut quand même qu'il y ait une première allocation afin de garantir ce droit à la mobilité. Bien, maintenant regardons du point de vue des nouvelles technologies. Donc là, vous vous reconnaîtrez, je pense, tous dans la première phrase que je vous invite à lire. Et en fait, de manière plus globale, déjà, en termes de nouvelles technologies, on assiste vraiment à un nouvel art de la guerre économique. Déjà, bon. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la modernité, c'est-à-dire que les phénomènes sont globaux. Donc, si vous implémentez un système de permis à circuler à Lyon qui n'est pas adaptable à celui de Bordeaux ou qui n'est pas adaptable à celui de New York, en fait, vous allez perdre en quintessence et augmenter vos coûts de transaction. Le deuxième élément, c'est la disruption. Évidemment, toutes les startups, toutes les entreprises, notamment Uber, etc., sont partie prenante de la mobilité et il ne faut pas les négliger en disant notamment que ce n'est pas forcément pour le transport collectif que nous allons assister à une mobilité urbaine durable dans la mesure où il y a aussi l'existence de transports propres mais qui sont individuels, sachant que l'individu préfère se déplacer de manière individuelle, donc il faut penser à toutes ces entreprises qui permettent de faire cela. Ensuite, la ritualisation, c'est dire que si l'individu ne peut pas avoir l'opportunité de personnaliser ses déplacements, et donc il ne pourra pas perdurer dans ses comportements de déplacement. Si par exemple vous mettez des favoris sur une application mobile, il sera plus enclin à l'utiliser que si vous faites une application lambda. Et enfin, dans la mesure où les individus deviennent de plus en plus connectés, cela crée de la donnée et il convient donc aux entreprises de capter cette donnée afin donc de la valoriser. Donc, je vais passer vite là-dessus. Mon propos, c'était surtout de parler des permis à circuler, mais d'un point de vue des nouvelles technologies, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que ces nouvelles technologies, par rapport au permis, ça sera le moyen d'accès à cette mobilité qui sera réglementée. Ensuite, que ça sera le support et la plateforme de marché, donc il y aura vraiment un marché qui va naître. Ensuite, ça sera donc le système de prélèvement des permis. On peut faire par lecture des plaques d'immatriculation, etc., etc. Ensuite, donc évidemment, ça a toujours été comme ça, les nouvelles technologies seront le moyen de communication et d'information par rapport à ce système. Et enfin, donc, ce sera le moyen d'actualiser en temps réel la tarification des droits à circuler, dans la mesure où, comme je vous ai dit, en fonction de l'offre et de la demande et en fonction des horaires, du mode, etc., vous aurez un tarif différent. Conclusion. Deux problèmes. Le premier problème, c'est évidemment le lien qu'entretiennent les nouvelles technologies et les usagers. Comme je vous ai dit, on est confronté à plusieurs générations qui n'ont pas forcément côtoyé les nouvelles technologies. Donc, il y aura un véritable frein aux nouvelles technologies, d'autant plus qu'il existe aussi des paramètres d'habitude. Quand vous êtes habitué de faire d'un point A à un point B votre déplacement en voiture, c'est parfois difficile de modifier cela. Donc après, il y en a d'autres, notamment aussi liés à l'éducation. Si vous voyez vos parents avoir utilisé la voiture, vous essayez, par un comportement de mimétisme, de faire pareil. Du point de vue des villes, alors évidemment, je vous ai dit que ce système est peut-être cher à implémenter et intégrer des nouvelles technologies. Donc, il faut que ça passe vraiment par une volonté claire et une volonté parfois politique, et ça peut être très compliqué de dire ça, des villes donc, pour implémenter ce système. Et donc, par conséquent, les nouvelles technologies semblent incomplètes dans ce système de mobilité et ça ne sera pas l'unique solution à une mobilité urbaine durable. Se pose donc la question de l'hybridation des politiques publiques, c'est-à-dire de mettre plusieurs politiques publiques en même temps de mobilité. Enfin, je termine là-dessus, qui nous dit que peut-être demain, on va créer la téléportation. Si on crée la téléportation, tout ce que je viens de dire, ça ne sert à rien, dans la mesure où la mobilité sera durable, on n'utilisera plus nos voitures, etc., etc. Donc peut-être y aurait-il une certaine obsolescence à ce que je vais dire et dans un laps de temps très court. Là est la question,
Néanmoins, on a toujours assisté à des boucles d'innovation, notamment par les entreprises, mais ces innovations ne sont pas forcément accessibles au grand public et en fait, plusieurs innovations en même temps sont générées, mais souvent le grand public ne les voit pas arriver. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ah. Un débat entre économistes, on va faire. Ah, pardon, je croyais que c'était toi. Angliciste. Oui, à un moment, vous avez dit que les individus préféraient se déplacer seuls. C'est le résultat d'une étude ou... Oui, oui, c'est dans la recherche, notamment. L'auteur, je l'ai oublié, je suis désolé, mais effectivement, le transport collectif, comment vous dire, l'individu ressent la promiscuité dans le transport collectif, c'est l'objet d'une thèse, mais j'ai complètement oublié le nom, je suis vraiment désolé. Mais effectivement, un des freins à la mobilité urbaine durable, c'est que les individus ne veulent pas se déplacer en collectivité. Voilà. Donc, c'est justement le sujet de ceci, c'est de dire le transport collectif. Pardon. Je suis désolé. Est-ce que ça ne peut pas juste être le résultat du manque d'infrastructures de déplacement qui ne serait pas assez adapté pour... C'est vraiment la promiscuité? Ah, pas forcément, non, mais après, ça dépend des villes. Comme je disais, c'est comme les nouvelles technologies, en fonction des villes. À Paris, ben, vous êtes à peu près contraint à utiliser les transports collectifs dans la mesure où se déplacer en voiture dans Paris est très difficile. Mais la recherche a notamment montré quand même que le transport collectif n'est pas forcément la meilleure solution pour régler la mobilité urbaine durable. Moi, ce serait pour poser une question par rapport aux différentes responsabilités. Apparemment, avec ce système, peut-être je n'ai pas tout compris, mais la responsabilité incombe aux individus finalement. C'est eux qui vont payer les taxes via des systèmes informatiques. Or, pour moi, les entreprises et les urbanistes ont une grande part aussi dans la responsabilité, puisque les entreprises, bon, elles se sont implantées de manière assez, on va dire, pas très harmonieuse. De même, il y a une urbanisation qui favorise des mobilités aujourd'hui qui sont, on va dire, qui génèrent énormément de pollution. Donc est-ce que ça ne serait pas aussi aux entreprises à prendre en grande partie une part de ce coût finalement? C'est exactement l'objet du troisième chapitre de ma thèse, du côté de l'offre de mobilité. Mais comme j'ai dit, parce que je vous ai entendu dire que les individus allaient payer des taxes, je répète qu'en fait, les individus, s'ils bougent de manière normale, entre guillemets, ben, ils vont consommer leurs jetons qu'on leur a alloués gratuitement. Donc en fait, ils vont rien payer à se déplacer. Ça sera donc l'excès de mobilité qui va être, entre guillemets, taxé dans la mesure où les individus devront acheter davantage de permis à circuler. Voilà. Donc effectivement, oui, il faut surtout travailler du côté de l'offre de mobilité, parce que là, c'est la demande de mobilité avec tous les individus. Mais du côté de l'offre, il y a beaucoup à faire, notamment en termes de normes, en termes effectivement, de localisation des entreprises, etc. etc. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura des incitations pour relocaliser aussi des activités et des individus qui seraient un peu... Par exemple, il y a les habitants du périurbain qui tous les jours risquent de dépasser justement le quota. Effectivement, oui. Ça c'est une problématique de long terme et je ne l'ai pas encore creusé, mais effectivement, c'est un phénomène de relocalisation des activités vers l'extérieur, du coup, dans la mesure où les individus pourront difficilement accéder au centre s'ils veulent y aller souvent. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y aura pas un phénomène de relocalisation des activités à long terme? C'est notamment Charles Leroux qui le dit dans ses papiers sur les droits circulés, donc c'est une éventualité, effectivement. Dernière question. Une petite. Merci. Et donc, tu as dit qu'il y avait une possibilité de revendre le permis de circuler excessif. C'est où? En haut à droite. Ah, pardon. Donc, de revendre les permis de circulation excessif. Et comment est-ce qu'on va déterminer le prix de revente? Alors, le prix de revente sera... C'est un système de marché selon la loi de l'offre et la demande. Si, par exemple, vous êtes en été et que vous êtes plus enclin à vouloir circuler en vélo, ben, le prix du droit à circuler, dans la mesure où il y aura plus d'offres que de demandes, le prix va baisser. Si vous êtes en hiver et qu'il pleut et que vous voulez circuler de manière excessive, dans la mesure où il y aura plus de demandes de mobilité, en théorie, c'est toujours pareil parce que là, c'est des modèles et on n'a pas encore fait une application
que l'offre de mobilité, donc ben, le prix va augmenter. D'accord ? Sachant qu'en fait, le point de départ, c'est vraiment de définir quel objectif on cherche. Est-ce que c'est de diminuer la congestion? Est-ce que c'est de diminuer la pollution? Est-ce que c'est de diminuer le bruit, etc. etc. Et donc, il va falloir partir d'un référentiel qui est par exemple X grammes de CO2 sera égal à X euros. Voilà. Merci. Monsieur Desardennes, après, je suis désolé. C'est juste une micro-question, mais comme je parle fort, je peux le faire sans micro. C'est juste une micro-question sur la fin, sur l'obsolescence. Est-ce que vous êtes absolument certain que la télétransportation, c'est moins polluant que les voitures? C'était pour provoquer que j'ai dit ça, mais effectivement, je ne l'ai pas encore mesuré et on ne l'a pas encore inventé. Quoique, on peut déjà télétransporter des molécules, donc pourquoi pas? Merci beaucoup. Oui, pas des molécules.